le nettoyage, la désinfection et la stérilisation font partie de la décontamination. Et la stérilisation ne peut pas se faire sans les deux premières. La désinfection non plus ne peut pas se faire sans le nettoyage préalable. Ceci est très important. Donc, il y a des choses pour lesquelles nous pouvons nous arrêter au nettoyage. Il y en a d'autres qui vont combiner nettoyage et désinfection, mais la stérilisation, obligatoirement, demande comme préalable nettoyage et désinfection. Nous verrons pourquoi plus tard. Donc, le nettoyage ainsi donc est la première étape qui nous est requise pour pouvoir éliminer physiquement une contamination par des matières étrangères, pouvant être poussière, pouvant être la terre. On a dit aussi des substances organiques, le sang, d'autres types de sécrétions, d'excrétions qui peuvent venir du corps humain. Et les micro-organismes peuvent aussi être nettoyés et enlevés par le même processus. Et cela pour préparer un dispositif afin qu'il puisse être désinfecté ou stérilisé. Ça, c'est très important. Tandis que la désinfection, quant à elle, c'est une procédure par laquelle nous allons essayer de pouvoir enlever des micro-organismes qui sont viables pour rendre cet objet, pour rendre cet instrument, pour rendre cette surface à un niveau moins nocif. Nous disons tout de suite que la désinfection n'est pas efficace ou effective sur les spores bactériennes, les prions et certains virus. Alors que la stérilisation, qui est un procédé validé, nous insistons sur la validation et qui est utilisé pour rendre donc un objet exempt de micro-organismes viables, y compris ceux-là que la précédente a échoué de faire partir. Ça veut dire les virus et les spores bactériennes, mais ici, notons bien que les prions, qui sont un type de protéines assez particulier, n'arrivent pas par les méthodes usuelles que nous avons de stérilisation à être éliminés. Nous reviendrons plus tard probablement dans les échanges. Donc, les facteurs que nous avons à considérer ici sont lesquels? Nous avons le type de dispositif, je m'excuse, le type de dispositif que nous allons pouvoir utiliser. Il y en a qui sont critiques, il y en a qui sont semi-critiques, il y en a qui sont non critiques. Eh bien, les non critiques sont tout simplement ceux-là qui viennent simplement au contact d'une peau saine telle que nous l'avons. Nous allons définir ça plus tard. Mais vous en avez d'autres qui vont pouvoir interagir avec les muqueuses ou même avec une peau qui a perdu sa continuité. Mais pour ce qui est des critiques, quant à eux, vont pouvoir entrer à l'intérieur de l'organisme où l'asepsie est vraiment exigée. À ce moment-là, ils vont être ceux-là qui vont être utilisés pour des procédures invasives. Quel autre facteur faut-il considérer dans le choix de ce que nous allons prendre comme méthode? La présence des micro-organismes. Par exemple, la biocharge que nous avons, le nombre de germes que nous avons, et puis leur capacité de provoquer une infection. C'est ainsi que, pour certains, sachant très bien que des germes ici peuvent amener une infection carabinée, obligatoirement, puisque ces outils vont être utilisés et qui peuvent être infectés, qu'ils ont été infectés, il faut les passer alors à des méthodes plus radicales pour pouvoir éliminer et le plus possible et complètement. Le type de micro-organismes, nous en avons parlé déjà. Il y en a qui sont efficaces sur les bactéries, il y en a qui sont efficaces sur les virus, il y en a qui ne sont pas efficaces sur les prions et qui ne sont pas efficaces non plus sur les virus. Donc voilà un peu là. Tout de suite, nous parlons de la susceptibilité, la sensibilité des patients. Ça veut dire le type de procédure que nous avons utilisée, si elle est invasive, si elle est non invasive, nous permet aussi en ce moment-là d'arriver à une méthode dont nous faisons le choix pour que nous puissions éliminer les germes qui sont sur cet outil à utiliser. Donc, tous ces paramètres nous permettent de pouvoir faire un choix et ils sont bien orientatifs pour nous afin que nous puissions savoir quoi choisir comme méthode de décontamination. Le nettoyage, eh bien, nous l'avions dit, c'était la première étape qui nous permet de pouvoir traiter les instruments qui sont réutilisables et notamment
les dispositifs médicaux que nous avons dans nos centres de santé. Et nous allons revenir sur quel type doivent subir ceci. Alors, nous devons nettoyer. Et nettoyer pour faire partir. Qu'est-ce que nous allons utiliser pour nettoyer? Nous allons voir les outils plus tard. Voilà donc pourquoi devons-nous nettoyer. Le nettoyage, donc, nous aide à protéger non seulement les équipements, mais aussi le personnel. Alors, lorsque l'équipement a été souillé, lorsque l'équipement a été endommagé par la présence de germes, nous parlons d'endommager en termes de présence de germes pour ce qui est de sa stérilité ou bien qui est de son état acceptable pour être utilisé, nous devons en ce moment-là faire partir les contaminants. Le personnel, très important. Le personnel aussi, dans le milieu où il est avant de pouvoir utiliser, il faut que l'outil puisse être un outil qui est propre. Et il faut que cet outil-là, avant qu'il ne passe à la stérilisation, à la désinfection, qu'il soit aussi nettoyé. Alors, qu'est-ce que le nettoyage enlève? Eh bien, les micro-organismes potentiellement infectieux. Quel matériel avons-nous utilisé? Des gants qui sont longs, que nous appelons les gants de ménage ou les gants domestiques, et qui sont dans un état d'un caoutchouc résistant qui nous permet de pouvoir résister à certains mouvements qui sont corrosifs ou qui sont irritants. Nous allons porter un tablier, et ceci, comme nous le disions avant pour ceux-là qui ont suivi, c'est que l'évaluation du risque est importante. C'est ce qui nous permet de pouvoir décider de quel type d'EPI, équipement de protection individuelle, qu'il faille porter. Pourquoi le tablier en plastique ou étanche? Eh bien, parce que le risque de recevoir les éclaboussures. Pourquoi une visière pour couvrir les yeux? Oui, à la figure, on peut aussi recevoir les éclaboussures. Et ces éclaboussures peuvent être d'une eau que j'utilise, qui est déjà infectée, qui est déjà contaminée. Les chaussures ou les bottes fermées, également aussi parce que je ne vais pas mouiller mes pieds ni mouiller les parties inférieures de mes jambes. Alors, dans ce travail que nous faisons, il est très important de noter que nous devons éviter la production des aérosols. Parce que les aérosols, pour pouvoir s'en protéger, ils peuvent avoir des particules contaminantes. Il faudra que nous puissions avoir un type de masque spécifique et à haute filtration. Et on dit ici qu'il faudra immuniser aussi le personnel, très important dans la médecine du travail. Donc la PCI, la prévention et le contrôle des infections, devra veiller régulièrement aussi à voir si le personnel a reçu les doses requises et le type d'immunisation requise donc pour le personnel qui travaille à l'hôpital. Et spécialement ceux-là qui font le nettoyage, ceux-là qui font la décontamination, que ce soit stérilisation ou désinfection. Alors, c'est très important que ici, nous puissions avoir des documents qui nous permettent aussi d'avoir un manuel qui nous permet de lire pour regarder, c'est comme ceci qu'il faut utiliser, c'est comme cela qu'il faut préparer le matériel. Il faut qu'il y ait des SOP qui nous permettent de pouvoir décrire et que le personnel qui est en charge de travailler ait accès à tout ce qui est décrit, comment faut-il faire, comment est-ce qu'il faut préparer. Je souligne ici que le matériel que nous utilisons en addition ici, il y a ici donc des chiffons que nous pouvons utiliser, des brosses, des pistolets. Je précise ici, quand nous parlons des chiffons, ce n'est pas mousse, hein, c'est une loque. Donc, vous voyez, les variantes de français sont dépendantes des milieux dans lesquels nous vivons. Nous ne parlons pas de la mousse qui est poreuse là, parce que celle-là, elle va garder des germes. Ce n'est pas celle-là, c'est la loque en tant que chiffon, tissu, donc vieux tissu que nous utilisons. Des brosses pour pouvoir brosser, nous expliquerons pourquoi. Des pistolets parce que à un moment donné, nous avons besoin de nettoyer sous pression, surtout ceux-là qui sont des matériels qui sont creux, qui ont une lumière. En orthopédie, il y a beaucoup d'éléments pour lesquels il est assez important d'utiliser le pistolet et sous pression, on va essayer de pouvoir dégager les saletés. Et puis, on va utiliser le dispositif de rinçage parce qu'on a utilisé, qu'est-ce qu'on va utiliser ici? Un savon détergent. Donc, un produit détergent, et après, on va pouvoir l'enlever. C'est ainsi qu'on doit avoir des dispositifs de rinçage.
Nous continuons pour dire ici que la protection du personnel est très importante. C'est ainsi qu'il est essentiel de protéger, rappelez-vous l'optique de la PCI, les objectifs ou le but est d'abord de se protéger soi-même, de protéger le patient, de protéger aussi la communauté. D'où nous avons parlé de tous ces épis que nous avions mentionnés déjà au tout début. Nous n'allons pas y revenir, mais vous voyez tout de suite que l'image que nous avons là nous présente qu'il y a certaines insuffisances. Les avant-bras et les bras sont en partie non protégés. Et le tablier qui est là, il n'est pas suffisamment remonté. C'est très important que nous puissions mentionner ces choses parce qu'il nous arrive, dans la manière même dont nous portons le masque dans COVID-19 dans notre milieu, ça pose problème. Donc, ici, nous avons donc un cycle que nous allons faire régulièrement. Si nous regardons bien, dans le premier cadran gauche, à notre gauche, au-dessus, je m'excuse. Oui, dans le premier cadran à gauche au-dessus, nous avons ici une action mécanique qui nous permet de pouvoir brosser, qui nous permet de pouvoir flasher pour pouvoir faire partir. Nous combinons aussi à cela une action chimique, le détergent que nous utilisons. La mousse qui va être produite va emprisonner les germes et en ce moment-là, quand il les emprisonne comme dans une maille, comme dans un filet, il va pouvoir faire partir finalement et complètement donc ce filet-là ensemble avec le germe. Donc, cela est très important. La température, il y a des choses pour lesquelles il est important d'élever la température à 1 degré pour pouvoir avoir une très bonne action aussi. Mais aussi le temps de contact. Ça veut dire que le détergent que nous utilisons, ou même plus tard le désinfectant que nous utilisons, doit avoir un temps suffisant de contact pour pouvoir éliminer et interagir avec le germe. Ce n'est pas à la va-vite, ce n'est pas pressé que nous faisons. En ce moment-là, on ne va pas avoir un bon résultat. Et au centre de tout ça, nous avons de l'eau, qui est le solvant et qui est aussi le produit de rinçage avec lequel nous allons rincer. Alors, les exigences, je m'excuse, je crois que je devrais supprimer ceci parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas ça. Non, je m'excuse pour ça. Je vais canceller. J'avais voulu faire voir le titre. Donc, nous disons que l'eau que nous avons doit être une eau en quantité suffisante. Et la qualité de l'eau compte. L'eau, en général, doit être une eau douce. Parce que l'eau dure que nous avons, l'eau dure, ça veut dire c'est une eau qui contient beaucoup de sels minéraux. Quand on a nettoyé et qu'il y aura le processus de séchage, ces cristaux de minéraux vont rester, ces cristaux de sel vont rester et il y en a d'autres qui peuvent être néfastes pour le patient. Parce qu'on ne connaît pas quel type de minéraux que nous avons, parce que les teneurs de minéraux aussi dépendent de type ou de source où est-ce qu'on est allé puiser cette eau-là pour l'avoir. Donc, très important ici, une eau de bonne qualité. L'action mécanique, je l'ai expliqué. Nous avons l'essuyage, le rinçage, le brossage, mais aussi la pulvérisation en utilisant le pistolet comme nous l'avions dit. L'action mécanique, maintenant là-bas, elle est chimique. Je crois que c'est une petite erreur de ma part. L'action chimique, on utilise un détergent qui soit compatible avec les appareils et n'utilisez jamais un détergent, on dit là-bas, n'utilisez jamais un détergent de qualité domestique. Parce qu'il y en a qui sont de niveau assez élevé et de niveau assez différents. Les savons que nous utilisons souvent à la maison, des savons très, très doux. Mais il y en a qui sont aussi attitrés et recommandés pour les formations médicales. Alors, le dosage doit être correctement fait. Nous rentrons. La brosse, spécificité ici, elle doit être une brosse douce. Parce que quand vous avez une brosse dure, mais que nous pouvons utiliser dans d'autres circonstances, ou une brosse métallique probablement, ou celle-là qui a qui est en nylon dur, ça peut endommager aussi certains instruments que nous utilisons. Notamment, il peut y avoir des rayures qui vont être sur les instruments et ces rayures vont être des niches de microbes. Donc, on dit ne pas utiliser une brosse métallique. Très important. Alors,
Est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, docteur J'ai Valérie. l'impression de vous avoir perdu. Non, c'est bon. On vous Ok, entend. mais mon écran ne Nous sommes bouge là. plus. Mon écran ne bouge plus. Je vais essayer. Il est resté figé. Il y a un petit retard. Laissez quelques secondes passer. Je pense que ça devra marcher. Ok. Restez. J'avais déjà appuyé 2 fois. J'espère que ça ne va pas continuer plus loin. Alors, on nous dit que le bassin doit être approprié avec suffisamment d'eau tiède et de détergent. Et nous l'avions fait voir sur la qualité. Et c'est important qu'il y ait suffisamment d'eau pour pouvoir immerger le matériel complètement. Parce que même le brossage que nous allons faire, il va se faire sous l'eau. Ça veut dire que l'instrument que nous utilisons, ainsi que le matériel à nettoyer, sont complètement sous eau. De façon à ce que quand nous faisons notre mouvement, notre action de pouvoir frotter, de pouvoir brosser, les éclaboussures restent dans la mare d'eau dans le bain d'eau dans lequel les instruments sont trempés. D'où c'est très important d'immerger complètement. Et ici, il faudra démonter tout ce qui est démontable, notamment par exemple le spéculum. Et en orthopédie, on utilise beaucoup de matériel qui sont montables. Il faut complètement donc les déboulonner, les dévisser et les tremper. Et on dit ici que nous allons garder tous les instruments sous eau, et la brosse et le matériel. Et chaque fois que nous faisons notre nettoyage, nous inspectons aussi les surfaces pour voir si elles sont propres, mais aussi si elles sont endommagées. Ce premier contrôle se fait déjà, par exemple, au bloc opératoire pour voir si le matériel est abîmé pendant l'intervention chirurgicale ou après. Et lorsque nous arrivons au nettoyage, nous faisons cette inspection. Lorsque nous allons encore de nouveau finir le séchage, nous allons passer au processus d'inspection pour pouvoir éliminer ce qui est déjà détruit. Donc, ici, dans un autre évier ou un bassin, nous allons immerger complètement dans l'eau propre et nous allons les rincer soigneusement lorsque nous avons fini de pouvoir utiliser le savon, brosser et tout nettoyer. Donc, nous disons ici qu'il est très important de pouvoir suivre les étapes parce qu'elles vont beaucoup nous aider. Alors, il est dit ici très clairement, si cela est possible, nous allons regarder selon ce que nous avons comme matériel, selon ce que nous avons comme aussi produits que nous avons utilisés. On nous a dit que nous devons avoir un manuel qui nous dirige pour voir comment nous allons nettoyer cet instrument. S'il nous est dit que séchage à l'air libre, nous allons faire à l'air libre. S'il nous est dit séchage à la main, nous allons utiliser un chiffon pour pouvoir en ce moment-là rendre le matériel sec. Alors, le nettoyage que nous sommes en train de faire dans notre contexte africain, ce n'est pas aussi facile. Ailleurs, vous pouvez trouver des machines qui font tout le nettoyage, la désinfection, et après, on va récupérer pour amener. Mais quand nous avons, par exemple, des objets qui sont creux, qui ont une lumière, c'est important d'utiliser des brosses. Et je crois que les mamans savent très bien que, par exemple, pour les biberons des enfants, les bouteilles de lait, nous utilisons en général une brosse adaptée. Et nous avons ce même type de brosse-là aussi qu'il faille utiliser pour les instruments qui sont creux ou bien le matériel qui est creux ou qui a une lumière. Ceci est très important. Et après, nous allons rincer sous pression à l'eau, ou de fois on peut utiliser de l'air pour dégager. C'est vraiment un processus intéressant et du coup, la construction hospitalière et l'architecture importent. Comment est-ce que nous avons rangé nos éviers? Comment est-ce que nous avons rangé nos bassines pour passer d'un bain à l'autre? Ceci est très important. Mais si on n'a pas tout ça qui a été construit, on peut, dans la zone où nous savons bien que nous allons pouvoir faire notre nettoyage, mettre différents grands récipients qui peuvent être des demi-tonneaux et qui sont là, ou de grandes bassines qui sont là pour pouvoir faire le travail. Docteur Valérie, oui. Est-ce qu'on peut aller encore 15 minutes jusqu'à 45? Je vais courir tout de suite là parce que les dias sont nombreuses. Donc, je disais qu'il est très important que nous puissions faire un effort
pour que nous puissions respecter les concentrations requises. Parce que ces concentrations requises vont nous permettre de pouvoir gagner dans l'élimination des microbes, dans la destruction de certains germes et dans la procédure de pouvoir les enlever. On dit que les instruments, on nous dit, garder les instruments humides et propres dès que possible après la procédure. Démonter les instruments avant de les nettoyer et les instruments sont ouverts des articles. Tout ça, j'avais déjà expliqué avant. Brosse à taille appropriée et aussi un modèle approprié. Inspecter les instruments au nettoyage, j'avais déjà parlé de tout ça. Faire très attention pour ne pas créer beaucoup d'aérosols parce qu'il faut minimiser parce que certains peuvent avoir des germes et suivre les instructions donc du fabricant. Alors, ici, qu'est-ce que nous ne devons pas faire pendant que nous sommes en train de faire ce travail de nettoyage? Il nous est dit ici, il ne faut jamais commencer à tremper les instruments. Par exemple, ils viennent du bloc opératoire, déjà on les a mis dans un bain. Non, non. Dans un bain de désinfectant. On a vu des habitudes de ce genre pour dire non, non, ça commence déjà à travailler. Non, 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 non. Il faut d'abord nettoyer avant de désinfecter. Mais aussi, il y a des désinfectants, quand ça reste pendant plus longtemps, ça va être corrosif, ça va détruire. Donc, tirez très attention. L'exemple, c'est du javel ou des solutions chlorées. Et on peut avoir des résidus qui restent et qui vont rester et être nocifs pour le patient. Nous parlons ici que si nous n'avons pas nettoyé avant, la matière organique peut inactiver le chlore et son effet désinfectant va être réduit. Ceci est très, très important. Il ne faut pas mélanger non plus des produits parce que vous pouvez en avoir d'autres qui peuvent avoir des réactions toxiques, mais d'autres aussi, même si normalement ils sont bons, ils peuvent avoir une réaction toxique chez les patients, chez les personnels qui travaillent. On peut utiliser de l'eau qui est tiède et on nous dit ici une eau qui n'est pas à plus de 45 degrés parce que si une eau est très chaude, elle va pouvoir coaguler les protéines et ça sera difficile de nettoyer. Donc, on nous dit les instruments durs et abrasifs, on l'a dit avant, peuvent détruire les instruments médicaux. Tirons donc très attention. Donc, ne frottez pas sous le robinet l'eau qui coule parce que le risque d'aérosolisation de certaines choses est là et aussi le risque de s'éclaboussure est augmenté. Message clé, nettoyer en premier et puis désinfecter après. Nettoyage de l'environnement. Là, nous avons fini avec les instruments. L'environnement est très important parce que nous avons vu que le COVID-19 peut se déposer dans l'environnement. Comme tout autre germe peut se déposer dans l'environnement qui peut être immédiat du patient ou l'environnement lointain du patient. Alors, il est très important que nous puissions appliquer le nettoyage de l'environnement pour que nous puissions éliminer physiquement les microbes, éliminer physiquement ce qu'il y a comme saleté ou tout contaminant qui est là. Et les procédures de désinfection, nous disons qu'ils doivent être suivis de manière correcte. Tout le personnel doit être formé. Le personnel doit être formé et ce travail systématiquement suivi. Dans la mesure du possible, il faudra dédier du matériel pour telle zone et pour telle zone et ne pas mélanger. Comme nous le savons déjà que dans une zone d'isolement, on ne va pas prendre pour aller avec ailleurs. Ce qui est de la salle d'accouchement ne va pas mener en pédiatrie. Parce qu'on va pouvoir aller infecter les gens là-bas ou prendre aussi du matériel ramené vers les salles d'accouchement ou les blocs opératoires. Matériel dédié. Et voici les quelques désinfectants, les différents types qu'on nous recommande ici par l'OMS pour pouvoir lutter contre la COVID-19 ou bien le SARS-CoV-2, le microbe, le virus, l'alcool éthylique à 70% pour désinfecter les petites surfaces et du matériel qui est réutilisable. Et puis l'hypochlorite de sodium et à cette concentration dont il nous est donné. Tout de suite, nous courons. Les messages clés pour, dans notre contexte ici, on a dit qu'il est important de nettoyer pour diminuer le risque de contamination, diminuer aussi la charge des germes dans les environs. Et nous allons, comme nous avons précisé, le nettoyage se fera des parties hautes vers les parties basses, comme nous le savons, de dedans en dehors et du plus propre au plus sale. Cela est déjà connu, cela est très, très important. Et ceci nous permet de réduire hautement les risques infectieux dans l'environnement. Rappelons que le virus, c'est un virus enveloppé et donc fragile parce que sur son enveloppe, même les désinfectants plutôt agissent comme il se doit et nous avons de bons résultats. Nous continuons donc dans ce travail que nous faisons, très important
par rapport à l'environnement immédiat du patient, par rapport à l'environnement lointain, par rapport aux surfaces les plus touchées. Donc, ça veut dire fréquemment touchées. Et nous devons savoir ce sont lesquelles. On nous dit par exemple ici que le nettoyage et la désinfection vont pouvoir être nécessaires et aller pour les surfaces environnementales et les équipements qui sont non critiques aux patients. Les surfaces environnementales comprennent, comme on a dit là-bas, la table, la chaise, les interrupteurs, les poignées des portes, très important. Et les équipements de soins non critiques, ici, ils n'entrent pas en contact, ils n'entrent en contact plutôt qu'avec la peau saine. Nous l'avions déjà dit au-dessus. Et les semi-critiques vont entrer en contact avec la peau qui est endommagée ou avec les muqueuses. Et je rappelle que pour ce qui est des critiques qui vont pénétrer à l'intérieur, je passerai très rapidement en temps opportun. Et ici, là où nous allons pouvoir utiliser les non critiques, on nous donne par exemple tensiomètre, stéthoscope, ordinateur, les postes de travail mobile, les incubateurs, ainsi de suite, et les fauteuils roulants. Donc ça, c'est non critique. Alors, je disais que le risque que nous courons lorsque l'environnement est contaminé, c'est que nous puissions avoir une infection. Et cette infection, oh là là, et cette infection, je m'excuse, cette infection peut venir des instruments que nous utilisons des surfaces et on a le risque de colonisation aussi, où vous avez le germe qui arrive et qui domine, il reste en permanence chez un patient pendant longtemps et pour combattre les types de colonisation, ça devient assez difficile. Alors, les micro-organismes peuvent être transférés par les mains, comme nous le savons, d'où l'hygiène des mains a été répétitivement ici dite d'application. Ici, nous disons encore une fois qu'un environnement contaminé facilite le risque accru de transmission. Tout de suite, la chaîne de transmission, on y est déjà revenu plusieurs fois, mais nous savons très bien que pour que cette chaîne puisse pouvoir être fermée, il faut que tous les maillons se tiennent comme il se doit. Pour pouvoir combattre donc une infection, pour pouvoir prévenir une infection, si nous coupons, en enlevant ne fût-ce qu'un maillon de cette chaîne, agent infectieux, réservoir, porte de sortie, mode de transmission, porte d'entrée, en ce moment-là, on aura arrêté. On brise seulement un lien. Mais dans la PCI, nous poursuivons de pouvoir rompre le plus de liens possible. Et ceci est très important. Et comme nous le savons pour le SARS-CoV-2, le mode de transmission, nous avons par gouttelette ou par contact et très rarement par aérosol. Ceci, ce sont des choses à pouvoir retenir. En fonction de chaque mode ici, nous allons appliquer les précautions standards et complètement ajouter aussi des précautions complémentaires quand il le faut. Alors, comment est-ce que nous brisons cette chaîne? Ça a été déjà dit ici. Les précautions standards sont démises avec les 8 composantes. Ici, donc, ça va nous permettre de pouvoir aussi nettoyer l'environnement. Ça va nous permettre d'utiliser les équipements de protection individuelle et ça fait partie des précautions donc, standards. Les désinfectants, les types à utiliser, c'est un long tableau à expliquer parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais nous disons que le plus important des principes que nous devons savoir, c'est que l'évaluation du risque est important et le type de microbe qu'il y a est très important. Lire sur les désinfectants, son étiquette, quelle est sa composition, comment est-ce qu'il est utilisé, dans quelles conditions donc il est utilisé, et ne pas oublier cette hiérarchie qui nous est donnée ici, c'est que pour ceux-là, ceux-ci qui sont au-dessus, les 2 premières lignes ici vont aller ensemble avec un niveau de désinfection de bas niveau. Donc, nous allons voir ça. Et puis, à la longue, nous poursuivons pour nous dire au niveau moyen, voici ceux-là que nous devons utiliser. Et chacun a l'effet. Vous allez voir que les 2 premiers sont bactéricides et fongicides. Les 2 suivants sont à la fois bactéricides, fongicides, mais aussi virucides. Et nous descendons plus bas. Les tout derniers sont différents dans la dernière ligne, sont différents des autres parce qu'eux, ils sont sporicides. Nous rappelons tout de suite que l'effet sur les prions n'est pas un effet que nous attendons dans ce que nous utilisons couramment. Alors, quels sont les désinfectants qui sont utilisés dans la COVID-19? Nous en avions déjà parlé ici. Mais nous rappelons tout de suite qu'il faut respecter les concentrations.
Nous les avions déjà exposés antérieurement, mais nous disons qu'il est très important de pouvoir lire ce qui est écrit dessus pour ne pas utiliser un produit qui n'est pas efficace. Et en ce moment-là, comme ce virus est enveloppé, il est donc fragile. Avec les moyens ordinaires, on peut arriver à pouvoir désinfecter et obtenir de bons résultats. Les contaminations de l'environnement, les quelques principes, nous les avions déjà énumérés avant. Nous avons dit qu'il faudra nettoyer d'abord avant et puis désinfecter. Après, nous l'avions dit déjà. Et ici, dans nos milieux de soins, j'avais déjà dit nettoyer de haut en bas, nettoyer les espaces d'isolement en dernier lieu, nettoyer les toilettes en dernier lieu et ne pas mélanger les matériels de telle part avec telle autre part. On nous a dit aussi que nous devons faire attention ici. Nous n'allons pas vaporiser les désinfectants. Nous revenons sur les aspects de pulvérisation que nous rencontrons partout parce que pour plusieurs raisons, ça met à risque le personnel. On va le voir dans la dia qui suit. C'est très important parce que ça va pouvoir déranger et ça peut poser des lésions oculaires, des lésions des voies respiratoires, ça peut avoir des lésions cutanées, mais aussi l'efficacité n'est pas assurée. Une déclaration d'Afrique Acide ici, ensemble avec Aiken, vient plus bas. Donc, dans le nettoyage de routine, on a 6 étapes qui nous sont mentionnées là-bas. Effectuer l'hygiène des mains, enfiler ses épis, puis la première étape, on enlève d'abord les poubelles, on va pouvoir les vider. Et quand on les a vidés, on va les amener pour qu'ils puissent être nettoyés. Très important, remis en condition pour pouvoir être réutilisés plus tard. On va pouvoir essuyer les surfaces qui sont fréquemment touchées. Et puis, on se dit, très important, la salle de bain en dernier. Vadrouiller ici, c'est utiliser le mop, c'est qu'on utilise le mop, on va nettoyer le sol. Et après, quand on a fini, on va retirer les gants, faire l'hygiène des mains et inspecter s'il y a aussi des parties ou des endroits qui sont abîmés en termes de destruction, ce qui est cassé, et toutes les lacunes, les rapporter au service attitré pour pouvoir mettre la propriété, pour pouvoir mettre en ordre et réparer. Tout de suite là, nous disons quoi par rapport au nettoyage terminal ou bien au nettoyage final? C'est dans 2 cas. Ça veut dire ici, lorsque le malade doit être déchargé, ça veut dire qu'il est soit guéri, ou bien le malade peut être aussi probablement mort et on va pouvoir nettoyer pour qu'un autre patient vienne l'occuper, mais aussi peut avoir été transféré ailleurs. Nous insistons là-dessus, il faut veiller là-dessus et très particulièrement, nous insistons sur les aspects de pouvoir veiller aux moustiquaires. Je fais entrer ces détails parce que dans beaucoup de pays, on utilise la moustiquaire pour plusieurs patients, mais on oublie que le patient antécédent ou le patient précédent l'avait utilisé. La procédure est la même partout, mais c'est on nettoie de fond en comble, on renouvelle toutes les choses qui sont là-dedans, on les met en condition d'utilisation plus tard par un autre qui va venir. Alors, le nettoyage donc final, comme nous avons dit, nettoyer, ça a été déjà dit plus haut. Donc, on fait un effort pour pouvoir éviter de laisser des saletés. Alors, les contaminations croisées peuvent venir par les surfaces, peuvent venir par le matériel aussi qu'on a laissé dans cette salle. On peut passer à la dia suivante, donc en disant ceci, c'est que nous devons respecter la fréquence de nettoyage pour chaque service. Nous devons élaborer un calendrier de nettoyage pour les healthcare facilities, on dit ici établissement des soins. C'est important. Montrer le matin, on va faire quoi quand on arrive dans cette salle, qui va faire ça, on met même un calendrier de façon à suivre de façon efficace. Quel est le matériel qu'il faut utiliser? On met tout ça pour que le personnel d'appui, ceux-là qui sont censés nettoyer les surfaces, puissent respecter le temps et la fréquence, la manière de pouvoir nettoyer. Ceci est très, très important et ils doivent mettre les épis appropriés. Alors, ce tableau que chacun pourra découvrir plus tard nous montre la fréquence, la personne attitrée et les produits qu'il doit utiliser et les conseils qui peuvent être adjoints ici de façon à nettoyer telle ou telle autre zone. Que ce soit les chambres d'hospitalisation, que ce soit les chambres de traitement ambulatoire, que ce soit les couloirs ou les corridors, c'est assez abondant. On va passer, mais comme on aura partagé ceci, les amis, nous pourrons donc entrer. Les points clés que nous retenons ici, ça c'est très important. On dit que
il ne faudrait pas pulvériser le chlore. Et il faut respecter le temps de contact. Nous avons parlé des risques que nous avons même de pouvoir propager ce virus-là. Lorsque nous soufflons, nous allons pouvoir propager ce virus-là. Donc, on retient ça et je dis que l'Africa CDC, ensemble avec ICANN, ont déjà fait cette déclaration ici qui nous a été déjà probablement partagée ou qui nous sera partagée pour interdire et déconseiller la pulvérisation du chlore. Et les directives ici pour la lingerie, on va essayer maintenant de pouvoir abréger. Ici, pour la lingerie, la chose est aussi simple. Nous avons dit que la lingerie peut contaminer. Nous avons parlé de la moustiquaire notamment. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons rendre plutôt propre que de pouvoir penser au stérile. Le principe qui va nous mouvoir, c'est de rendre propre. Alors, tous les établissements de soins doivent être équipés. Sinon, s'ils ne sont pas équipés d'une unité de buanderie, au moins un service de buanderie. On peut prendre et aller amener dans une institution qui va traiter cela, ou une institution voisine qui peut traiter cela. Et chaque buanderie doit avoir une zone propre et une zone sale qui sont séparées. Et la ventilation, le nombre de changements d'air plutôt par heure doit être de 6 à 10. D'autres peuvent aller jusqu'à 12, mais souvent c'est dans les hospitalisations qu'on a jusqu'à 12. Et il faut qu'il y ait une barrière physique claire entre la zone propre et la zone sale. Et il faut qu'il y ait suffisamment de récipients, de préférence en substance inoxydable, pour pouvoir gérer donc ce linge. Quelles sont les directives? On a dit que le personnel doit être formé. Il faudra que le personnel puisse être formé non seulement dans les techniques de nettoyage, mais doit aussi être capable de manipuler les instruments qui sont là. Et la logistique, comment gérer tout ce qu'il y a comme logistique qui accompagne cela. Tout de suite, nous disons que ici, il faut qu'il y ait un nombre adéquat de linge pour éviter à ce qu'on puisse être en rupture lorsqu'il y en a qui sont salis, en grand nombre. Et on dit les précautions standards doivent être de mise et on va ajouter aussi les précautions complémentaires parce qu'ici le contact est plus facile. Quand donc c'est nécessaire, d'autres précautions complémentaires peuvent être ajoutées. On doit porter les épis, y compris les gants, lors de la manipulation de la lingerie. Tout de suite, disons et très rapidement que qu'est-ce que nous allons faire comme principe? C'est pratiquement comme pour le nettoyage. Nous allons d'abord utiliser un détergent pour pouvoir enlever les saletés qu'il y a. Nous allons rincer et après nous allons utiliser le désinfectant comme c'est le chlore que nous utilisons ici. Nous allons pouvoir utiliser et à la concentration indiquée. Et le temps de contact aussi est très important. On nous dit tout de suite qu'il faut tirer très attention. Là où il y a des machines à laver, ils peuvent utiliser une température qui est élevée et qui va nous permettre de pouvoir travailler avec le détergent ordinaire donc, que nous avons. Très important, très important. Quand nous prenons la lingerie d'une salle et nous l'amenons dehors, c'est très important qu'on ait des sacs poubelles où on les a mis. Mais déjà, il existe des paniers de collecte qui sont placés tout près de l'endroit où on produit. Il faut éviter de secouer la literie. Il faut éviter de secouer parce que lorsque nous secouons, nous agitons davantage, nous pouvons aussi créer des aérosols et nous pouvons créer des risques de contamination. Très important. Et puis, on précise qu'avant de nettoyer, inspecter les plus sales, quand il y a des salissures dures qui sont là, il faut les gratter ou bien utiliser quelque chose d'humide ou beaucoup d'eau pour pouvoir faire partir ces salissures avant de pouvoir procéder à d'autres procédures. Voilà donc la lingerie. On nous demande de porter les épis appropriés, enlever les excès de salissures qu'il y a, et puis laver au détergent, rincer, et puis on va utiliser à la concentration du chlore là, 0,5, et le temps de contact 10 minutes minimum. On va rincer et sécher donc à l'air libre. Rapidement, pour la gestion des déchets, je crois qu'ici on va courir très vite. Nous disons pour la gestion des déchets en résumé, c'est que ceux-là qui sont responsables de la première gestion des déchets, d'abord c'est tout le monde, mais ceux-là qui les produisent sont en premier. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire la ségrégation des déchets. Ils vont les séparer à la source et en les mettant dans des conteneurs différents. Ces conteneurs peuvent avoir des codes de couleurs que nous verrons plus tard. Si on ne réussit pas à avoir des codes de couleurs, on peut utiliser des sachets poubelles comme code de couleurs ou des poubelles qui ont des couleurs différentes.
Si on ne réussit pas à avoir ça, on va les étiqueter. Et chacun va pouvoir être traité, ou chaque déchet va pouvoir être traité suivant son genre. C'est très important. Et quand nous avons fini de collectionner jusqu'aux 3/4, ces déchets-là doivent être transportés. Et pour être transportés, on doit porter les épis. Ils peuvent être stockés pendant un temps, et puis après, il y en a qui peuvent être traités et pour être éliminés. Disons tout de suite qu'il faut minimiser la production des déchets pour permettre à ce qu'on ne puisse pas en avoir beaucoup, notamment pour les injections, donner le plus possible de buvables. À ce moment-là, on minimise le risque d'avoir des seringues et des aiguilles. Et aussi, leur taille peut être réduite. Cela arrive aussi pour certains types de déchets qui sont plus grands. Voilà donc les types de déchets que nous pouvons avoir. Nous pouvons avoir des déchets qui sont dangereux, des déchets qui sont non dangereux. Et les non dangereux sont généralement autour de 85% dans une formation sanitaire et les dangereux autour de 15%. Voilà les types de dangereux que nous avons. Ils peuvent être infectieux ou toxiques. Ils nous sont présentés par là. Et tout de suite là, nous disons que chaque déchet va être traité suivant son genre, suivant son type. Le processus de gestion des déchets, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure ici, où nous avons la production, comme vous le voyez, nous faisons la ségrégation au-dessus, au coin droit, nous avons le tri et la ségrégation, nous allons essayer de les manipuler, les collecter, les transporter, aller les stocker, d'autres peuvent subir un traitement et après on va pouvoir faire une élimination finale. Au début, on dit principe, minimiser la production des déchets. Tout de suite, nous partons à la codification. Vous voyez le code de couleur dont on a parlé. Et pour ce qui est des rouges, il y a un type, nous disons qu'il faut mettre ceci dedans. Dans le noir, ça sera les déchets généraux que nous avons. Et on dit que nous savons bien que ceux-là qui sont infectieux, vraiment infectieux, la couleur, tout de suite là, chaque personnel que nous sommes doit le savoir. Entre les pathologiques et les infectieux, qui est-ce qui vont aller dans le rouge, qui est-ce qui vont aller dans le jaune. Des fois, vous pouvez avoir des gens qui mélangent les deux, mais vous avez les infectieux que nous allons mettre dans le rouge et nous allons avoir les pathologiques que nous allons mettre dans le jaune. Nous continuons tout de suite là. Voilà, rouge, infectieux, et nous avons ici les 3 poubelles de base que nous avons dans une fossa. Ça, c'est des poubelles de base, mais d'autres peuvent être ajoutées, notamment pour la verrerie, notamment pour les déchets de ménage que nous avons, les ordures ménagères. Donc, mais ceux-ci sont ceux-là de base. Donc, vous pouvez avoir une séparation entre les généraux là. Dans certaines fossas, vous pouvez avoir une séparation. Les ordures ménagères, on les jette à un endroit particulier pour éviter leurs odeurs. Voilà, les types de codes sont là. Ils nous sont déjà donnés et nous les avons par là. Ça, on peut passer. Nous allons lire nous-mêmes. Alors, quelques considérations par rapport aux déchets. Très important, les objets coupants, piquants et tranchants. Ne jamais porter à bras le corps ou sur les épaules les déchets, les sacs poubelles. Très important de les identifier clairement ou étiqueter et mettre en œuvre le processus de tri par les codes ou tout simplement par étiquetage parce que nous sommes en Afrique. Et les conteneurs doivent être étanches et avoir des couvercles. Les déchets dangereux et généraux ne doivent pas être mélangés et les déchets collectés peuvent être acheminés donc à un lieu de stockage central avant de pouvoir être traités et éliminés. Et le personnel de santé doit être formé donc pour cette gestion. Voilà, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre présentation. Merci donc pour votre attention et nous remettons donc la parole au docteur André. Merci, docteur Valérie. Docteur Nadvé, introduire le deuxième orateur, s'il vous plaît. Merci. Merci, docteur Valérie. Allô, vous me recevez? Il y a des échos. OK. Merci, docteur Valérie. Merci, docteur Andy, pour une bonne présentation. À présent, j'invite docteur Yapo, qui est le représentant de la Côte d'Ivoire, à nous parler de la situation de la prévention et contrôle des infections en Côte d'Ivoire. J'insiste sur le fait que
Maintenant, on a 30 minutes vers la fin de ce webinaire. On aimerait que Dr. Yapo utilise 10 à 12 minutes. Dr. Yapo, à vous. Dr. Yapo? Alors, Monsieur Tadé, Oui. est-ce que le docteur est là? Je l'avais vu, mais malheureusement, je ne le vois plus. Alors, pendant ce temps, on peut répondre à certaines questions, comme docteur Valérie est encore là. Oui, oui, je crois. Alors, on peut sélectionner certaines questions et on peut y répondre. Nous avons d'autres experts des CDC US et de WHO Geneva. Donc, nous disons bienvenue au docteur Danica Gomez et Maria Clara. Donc, merci de nous rejoindre sur ce panel et nous remercions aussi tous les autres présentateurs, docteur Amadou, qui a présenté en premier. Et si vous le voulez bien, on peut répondre à quelques questions. Donc, Monsieur Tadé, vous allez sélectionner certaines questions et on va y aller. Bienvenue à tous. Merci. Cher docteur Nadine, allez-y. Tout le monde. Voilà, et je remercie tous les participants ainsi que tous nos panélistes. Alors, il n'y a pas beaucoup de questions aujourd'hui, j'en ai 3 déjà. Alors, qui s'adresse à Dr. Valérie. Alors, la première question, c'est au sujet du matériel qu'on utilise dans la lutte, du matériel de nettoyage. Alors, il y a une question qui demande que faire lorsque nous n'avons pas le matériel suffisant ou adéquat dans les milieux à faibles ressources. C'est la première question. Et puis, la deuxième question, c'est en parlant de l'eau, qu'est-ce qu'on retient par rapport à l'eau de pluie en ce qui concerne la notion de l'eau dure et de l'eau douce? Docteur Valérie. Merci beaucoup. J'aimerais tout de suite dire que l'eau de pluie est une eau qui n'est pas dure parce qu'elle a une faible teneur en minéraux d'ailleurs, parce qu'elle tombe d'en haut, tandis que les eaux minérales, celles qui sont puisées, qui sont des eaux de forage, ont une teneur plus forte même que les eaux de surface en termes de comparaison de la composition minérale. Donc l'eau de pluie est utilisée. Mais je dis bien qu'il est assez bien aussi de pouvoir préparer cette eau-là avant de pouvoir l'utiliser parce que l'eau de pluie, quand elle tombe, il y en a qui sont très sages dans les conditions de recueillement. Ça, c'est très important. Mais comme la question était dirigée par rapport à être eau dure ou une eau qui est douce, elle est beaucoup plus douce que l'eau de forage. D'ailleurs, beaucoup de gens, quand ils utilisent le savon, les détergents, ils sont difficiles à faire partir le reste des détergents. Oui. Dans les pays où nous avons des ressources limitées, on s'adapte. L'inventivité, l'esprit pratique est de mise pour pouvoir s'adapter et conditionner. Par exemple, voyez-vous, il y a des gens qui ont pris des seaux qui sont des seaux de récipients qui viennent de peinture pour pouvoir les utiliser comme poubelle. Donc, il y en a d'autres qui ont dû utiliser des cartons, mais on dit bien des cartons durs. Il faut savoir bien les placer où ils ont mis un sachet pour pouvoir utiliser. C'est des choses qui arrivent. Mais comme nous avons dit, c'est difficile de nettoyer le carton. Il faudra à ce moment-là l'éliminer. Donc, ça dépend du problème qui se présente devant nous. On va essayer de s'adapter à ces conditions-là. C'est ainsi qu'on va prendre des solutions qui sont efficientes. Ça veut dire qu'elles coûtent moins cher, mais elles sont aussi efficaces. Donc, cela doit être étudié au cas par cas. Merci. Merci, Dr. Valérie. Et j'ai une question que j'aimerais adresser à
Dr Gomez de l'USCDC. Est-ce qu'elle m'entend? Est-ce qu'elle est connectée? Oui, je suis là. Ah, ok, merci. Alors, il y a une question que j'aimerais vous adresser, c'est au sujet du matériel d'examen, du matériel d'échographie, par exemple. Il y a quelqu'un qui demande comment procéder à la désinfection d'un matériel d'échographie, étant donné qu'on l'utilise pour plusieurs patients dans une unité de prise en charge des patients confirmés positifs pour le COVID-19. À vous. Merci donc. Le partage d'idées est très important. Nous avions dit que le matériel, ça n'a pas été cité nommément ici, mais dans le texte, il se trouve comment il faudra essayer de gérer aussi le matériel électronique parce que l'échographie, les sonars, c'est un matériel électronique. Alors, là où il y a des produits qui sont moins corrosifs, on peut utiliser ces produits qui sont moins corrosifs et qui coûtent généralement cher. L'exemple, c'est de Surfagnos, là. Il coûte extrêmement cher, mais il y a des gens qui sont capables de s'en procurer. Mais la faible teneur en chlore qui permet déjà de pouvoir agir sur le virus ne va pas endommager certaines surfaces. Donc, et ici, nous revenons dans la salle d'échographie, il y a la table à nettoyer, le lit d'examen, il y a les chaises qui sont là-bas. Eux, ils vont être pris à part. Pour ce qui est de la couchette sur laquelle le patient ou la patiente est installé, on peut changer régulièrement ce que l'on a comme à l'aise, que l'on place de façon, on change. Et puis on essuie, comme on fait d'habitude, on utilise l'eau savonneuse, on essuie, et puis après on va pouvoir passer le désinfectant. On va sur l'appareil lui-même, l'échographe. C'est important que ici, cet échographe-là puisse être aussi, ce sont les sondes qu'on utilise. Et on a dit que du matériel qui est sensible déjà avec l'alcool, c'est possible de pouvoir réaliser la chose. On peut bien réaliser. Alors, il faut lire le manuel de l'utilisateur. On peut lire comment est-ce qu'on entretient ce matériel. Ce matériel, il y a 2 personnes qui peuvent l'entretenir. Mais généralement, pour l'échographie, on laisse aux professionnels de santé plutôt qu'au personnel de surface. Et il existe des biotechnologistes qui existent, oui, des biotechniciens, pardon. Biotechniciens, oui. C'est en anglais, je ne connais pas la conversion en français, qui sont chargés de l'entretien de ce matériel, qui peuvent aussi connaître les procédures suivant le manuel du fabricant, comment est-ce qu'il faut s'y prendre. Il en est de même des nébulisateurs que nous avons. J'extends ça plus loin parce qu'il arrive qu'on puisse utiliser ça plusieurs fois et remplacer aussi certaines composantes avant de passer chez un autre malade. On peut avoir 2 sondes, on remplace. Cela aussi est possible. Merci. Merci, Dr Valérie. Est-ce qu'il y a un commentaire? Quelqu'un veut rajouter? Dr Gomez? Oui, merci, Dr. Valérie. C'était une bonne explication. Je n'ai rien vraiment à ajouter, surtout de souligner l'importance de la nettoyage toujours avant la désinfection. Et comme Dr. Valérie a déjà expliqué, il y a les produits qui sont moins corrosifs pour utiliser de désinfection pour ces dispositifs électroniques. Merci. Alors, il y a une autre question qui est adressée à Maria Clara de l'OMS. Alors, la personne demande quel est le rôle des incinérateurs dans la gestion des déchets dans cette période de lutte contre la COVID-19. Et il y a une deuxième question aussi en rapport avec les masques usagés. Alors, il dit qu'on retrouve ces masques un peu partout et ça peut constituer un probable réservoir d'infection du coronavirus. Est-ce que cela n'est pas un danger pour l'environnement et quel est le moyen le plus simple pour s'en débarrasser? Maria Clara, s'il vous plaît. Et bonjour tout le monde, merci pour la question. Les rôles des incinérateurs, le contexte de COVID, c'est la même chose que des autres
matériels qui sont infectieux. Donc, tous les matériels, tous les déchets qui sont infectieux doivent être incinérés. Mais il y a besoin de faire la classification des déchets et toujours faire la classification et seulement les matériels qui sont infectieux qu'on va faire la incinération. On peut m'entendre? Oui, oui, on vous entend. C'est un peu faible, oui. Vous pouvez remonter un peu le son? Oui. Oui, et en ce qui concerne les masques, bien sûr que le problème, c'est même la gestion des déchets, parce que si le masque est contaminé, ça doit être considéré comme un déchet infectieux. Donc, c'est le problème de gestion des déchets en général. C'est ça. Merci. Merci. Docteur Valérie, vous voulez rajouter quelque chose? Bon, j'ajoute l'aspect d'éducation, hein. Donc, la communication est très importante. Ici, les personnels de santé, la population qui utilise les masques doivent être éduqués de façon à ce que cette gestion-là puisse être bonne. Et même la manière de porter et d'enlever. Et quand on a enlevé, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ici, la communication de risque et l'engagement communautaire doivent être de mise pour éviter à ce qu'on puisse avoir en ce moment-là des masques qui constituent une pelouse au milieu des gens ou dans l'environnement où on est. Merci. Tadé, on peut continuer ou docteur Yapo est là? Oui, allez-y. Ok. Il y a docteur Aimé Magloire. Est-ce qu'on peut lui accorder la parole? Parce qu'apparemment, il a plusieurs questions à poser. Et okay. Depuis le début, il se plaint. Oui, est-ce qu'on peut lui accorder la parole pour poser la question qu'il peut? Merci. Okay. Docteur Aimé Magloire. Allô, docteur Aimé Magloire? Vous êtes là? Docteur Aimé Magloire? Docteur Nadine, vous pouvez sélectionner une question, comme ça le panel va y répondre, je pense. Oui. Oui, vous m'entendez? Est-ce qu'un gant qui a servi à la vidange d'une poubelle est utilisable pour la préparation de cette poubelle pour une réutilisation et comment s'en débarrasser, comment effectuer l'élimination en tant que déchet? Je ne sais pas si la question est claire pour tout le monde. Voudrez-vous bien revenir dessus? En fait, c'est quelqu'un qui voudrait savoir comment éliminer un gant qui a servi à vidanger une poubelle. Donc, des gants qui ont servi pour vider une poubelle. Ces gants-là sont-ils réutilisables et comment devrait-on procéder pour son élimination? Docteur Valérie. Bon, les amis pourront rajouter, mais tout de suite, disons que c'est quel type de gant? Est-ce le gant chirurgical ou le gant propre d'examen que nous utilisons ici, nos gants médicaux? Non. Ceux-là, quand nous les avons, ils sont usage unique. Quand on a fini, ils sont traités comme étant des déchets infectieux. Donc, ils vont suivre la filière de traitement des déchets infectieux. Donc, on s'en débarrasse, des donning, on s'en débarrasse et vont suivre la filière de déchets infectieux. Quand ce sont des gants de ménage ou domestiques, comme nous avons dit, ceux-là sont réutilisables. Ils vont suivre la procédure de nettoyage, désinfection et en ce moment-là, on va pouvoir les sécher et les réutiliser plus tard. Il y a des ajouts, commentaires? Docteur André? Non, je pense que le docteur Valérie a couvert les principes de base essentiels pour cela. Merci. Alors, il y a une autre question qui parle de la désinfection des rues. Je pense que ICANN et Africa CDC ont fait une publication là-dessus, mais je pose quand même la question.
Docteur Valérie, est-ce que la désinfection des rues est une approche efficace pendant cette période de pandémie? Je laisse à mes collègues de pouvoir répondre à ça, d'autant plus que le document produit et soutenu et par l'OMS, et par Africa CDC, et par ICANN a été disponibilisé. Je laisse donc à ICANN de donner l'essentiel du message. Docteur Andy. Je suis à ICANN, mais je laisse... Oui. Merci, docteur Valérie. Je vais me faire aider aussi par les collègues de CDC Africa, CDC US, mais aussi par l'OMS. Je vais dire tout simplement ici qu'on a déconseillé, on décourage en fait la pulvérisation des désinfectants, que ce soit dans les bâtiments ou dans les rues, parce qu'en fait, les produits qui sont pulvérisés ont tout d'abord un temps de contact très, très faible avec les surfaces à désinfecter. Deuxièmement, dans les rues, il y a plusieurs matières organiques qui sont présentes et au contact avec le chlore, il y a une désactivation du principe actif du chlore et donc ça rend la substance inefficace pour son rôle de désinfection. Et lorsque on pulvérise en produisant les aérosols, on crée en fait un danger pour les personnes qui sont tout autour parce qu'en fait, les aérosols vont être inhalés et vont aller au plus profond des voies respiratoires. Et donc ici, entendez les alvéoles provoquer des réactions chimiques, notamment la production de l'acide chlorhydrique, qui va finalement endommager les parois et donc le système respiratoire va avoir des lésions graves qui peuvent conduire à la détresse respiratoire. Et donc, pour cela, on décourage parce qu'il n'y a pas les soubassements scientifiques que ces pratiques-là apportent un plus dans la lutte contre la pandémie. Et d'ailleurs, on pense que c'est une perte de ressources qui peuvent être utilisées ou redistribuées, allouées à d'autres besoins urgents dans le système de santé. Je vais m'arrêter là pour laisser la parole aux collègues qui sont sur le panel. Merci. Oui. Est-ce que je peux ajouter quelque Merci. chose ici, Maria-Clara? Oui. Oui, bon, Oui, Maria-Clara. Merci. Je suis d'accord avec mon collègue que ce n'est pas une chose recommandée. Et c'est important de dire aussi que le sol ne fait partie importante, il n'y a aucune évidence que le sol fait partie importante de la chaîne de transmission. Donc, on doit focaliser en l'hygiène des mains, en l'hygiène des environs autour des patients qui sont infectés et autour des environs qui sont plus touchés. Donc, c'est ça les choses qui sont importantes et bien sûr, éviter les contacts directs avec les gens qui sont infectés. C'est ça. Merci. Merci. Il y a d'autres commentaires? Alors, il y a Ali Badara Touré qui aimerait poser une question. Docteur Nadine, oui, il y a Docteur Aimé Magloire. Je ne sais pas s'il est prêt pour la question. Il est déjà panéliste. Mais il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. On peut prendre Ali Badara et puis après on va faire Aimé Magloire. Oui. Okay. Le temps de... Oui. Allô, Monsieur Touré? On va y retourner après. Monsieur Touré? Allô, oui? Oui, vous êtes là? Oui, je suis là. Ok, vous pouvez poser votre question. Merci de m'avoir donné la parole. Et je remercie beaucoup les présentateurs. En fait, ma question, c'est à propos du nettoyage. Je ne sais pas si j'ai bien compris le cours. Le docteur Valérie avait expliqué que lorsqu'on porte les gants pour le nettoyage, on n'enlève qu'après avoir fini de faire les travaux. En fait, je voulais savoir, lorsque les gants sont utilisés pendant que nous sommes en train de vider la poubelle et qu'on doit préparer encore la poubelle pour une nouvelle utilisation, est-ce que la chaîne de transmission est rompue et avec ces mêmes gants, on est obligé de prendre le balai pour nettoyer le sol et tous les, les autres salles?
c'est à la fin maintenant qu'on doit l'enlever pour se nettoyer les mains et tout. Donc, est-ce qu'on aurait mis fin à la transmission des micro-organismes avec cette méthode, si j'ai bien compris son cours? Merci. Merci, M. Touré. Docteur Valéry. Oui, par rapport à ça, ce n'est pas qu'il faut enlever les gants à la fin de toute la procédure. Non, 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 non. Les gants que nous utilisons ici en fonction de l'évaluation du risque, nous les enlevons. Nous pouvons même les enlever pendant les procédures et mettre d'autres. Parce que je vais pouvoir prendre la poubelle, je vais aller me débarrasser. Quand je rentre, je vais en prendre d'autres. Mais c'est quel type de gants? Les gants que j'utilise là. Les gants de ménage, je vais pouvoir prendre, je jette, et puis je vais revenir pour travailler avec. Mais le degré de souillure des gants est très important. Donc, quand on a récolté les poubelles pour sortir et aller et puis rentrer, quand on est arrivé de l'autre côté, on s'en serait débarrassé. Il faut faire l'hygiène des mains pour rentrer et faire autre chose. Vous n'allez pas remettre un nouveau sac plastique dans cette poubelle-là avec les mêmes gants que vous aviez utilisés pour pouvoir décharger la poubelle. Non, non, non. Donc, tout ça, ça doit être étudié et les étapes doivent être suivies et expliquées clairement aux acteurs qui se chargent de pouvoir dégager les poubelles. Je crois que les collègues peuvent aussi enrichir. Merci, Dr. Valéry. Un autre commentaire? Je n'en ai pas, merci. Dr. Gomez? Non, c'est bon. C'est bon, ok. Alors, il y a Adeline aussi qui avait une question à poser. On peut lui passer la parole. Madame Adeline Miandabou. Allô? Allô? Bon, le temps qu'elle se connecte, il y a une autre question sur la plateforme questions-réponses. Il y a, voilà, quelqu'un voudrait savoir, Dr. Valéry, si vous pouvez donner une liste exhaustive des articles critiques, semi-critiques et non critiques. Dr. Valéry. Je crois bien qu'il est idéal que nous puissions la partager parce que c'est assez long et on va pouvoir partager la liste à tout le monde de façon qu'ils connaissent pour chaque service quelles sont les critiques, quelles sont les non critiques. Mais le problème, c'est que ce n'est pas donner la liste exhaustive. Le problème de départ, c'est le principe non critique. Il touche à la peau saine qui n'est pas endommagée. Quand la peau est endommagée, quand on va aux muqueuses, nous sommes déjà dans les semi-critiques. Et ceux qui sont critiques sont ceux-là qui sont invasifs. Ça veut dire ici, par exemple, nous allons les utiliser pour percer les tissus, pour entrer dans les tissus. Donc, c'est le premier principe. La définition est plus importante plutôt qu'une liste parce que quand on parle d'exhaustif, ça dépend de ce que nous avons dans notre formation médicale. Ça dépend de ce que nous avons dans le service. Mais le principe doit être retenu de cette façon-là et en ce moment-là, on fait cette classification. C'est difficile de donner une liste exhaustive. Déjà qu'il y a beaucoup de matériels médicaux, peut-être chirurgicaux que je ne maîtrise pas, mais les chirurgiens, chacun dans son domaine peut connaître chaque type. Donc voilà un peu comment je peux répondre à ça. Il est difficile de donner une liste exhaustive, mais on peut toujours produire les listes de ce que l'on connaît pour pouvoir partager. Voilà ce que je peux répondre. Merci, Dr. Valéry. Alors, Dr. Aimé Magloire est revenu en ligne. Dr. Magloire? Allô? Bonjour les amis, bonjour Nadine. Oui, bonjour, comment ça va? Ça va, on est bien compris. Je remercie tous les présentateurs pour leur travail. En fait, je voulais juste revenir sur l'utilisation du chlore et des pulvérisateurs. En tout cas, vous m'avez éclairé là-dessus. Je ne suis pas un spécialiste d'épidémiologie et des questions d'assainissement, mais à propos de ce que nous sommes en train de combattre actuellement, je vis à la télé, dans la presse, par exemple la Corée du Sud a suffisamment utilisé les pulvérisateurs par camion et des gros moyens. Et présentement, nous, à Brazzaville, je vois les spécialistes, on reçoit des dons de chlore en suffisamment en quantité. Et les pulvérisateurs sont utilisés dans les hôpitaux
et autres moyens pour combattre au sein de l'environnement. Bon, je note positivement ce que vous avez dit et ce qu'a dit Mme Maria Clara, mais si je peux avoir un document à ce sujet et l'exemple d'Ebola, ça me permettra de partager l'expérience avec mes collègues ici à Brazzaville dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Merci. Merci, Dr. Aimé Magloire. Il y a une réaction. Nous pouvons placer un petit commentaire. Hein? Oui, oui. D'abord, nous souffrons du fait qu'il y a des actions qui ont été posées antérieurement lorsque l'on ne connaissait pas le mode de transmission. Et devant la peur, parce qu'on ne sait pas d'où viendraient les dangers, les gens sont arrivés à faire ces grandes pulvérisations à grande échelle au tout début. Et vous pouvez même remarquer que ça a sérieusement diminué, ça n'existe presque plus dans tous ces pays-là parce que la maladie et le virus sont compris au fil du temps. Ce qui fait qu'il y a certaines procédures qui étaient faites au tout début qui ne sont plus de mise aujourd'hui. Cela est très important. Ainsi donc, nous tombons dans la difficulté avec la population qui, elle, quand on lui dit dans nos pays ici que voilà, le virus est là et la maladie est là, ils disent mais pourquoi si c'est vrai, vous ne faites pas comme ce qu'on a vu en Chine, ce qu'on a vu en Corée, ce qu'on a vu en Europe, ce qu'on a vu aux États-Unis. Donc, cette comparaison en réalité n'étant pas raison, il est très important de pouvoir multiplier la communication ainsi que les bases évidentes de chacun des actes que nous posons ou de chacune des techniques et procédures qui sont de mise dans la lutte contre cette épidémie. Merci beaucoup. Merci, Dr. Valérie. Est-ce que Madame Adeline est là? Non. Alors, je continue. Il y a quelqu'un qui pose la question de savoir entre le savon et le gel hydroalcoolique, quel est le plus efficace pour la désinfection? On peut poser à Maria Clara. Allô? On va parler des savons. On peut utiliser l'eau et savon ou on peut utiliser les gels hydroalcooliques. Quand on parle d'hygiène des mains, l'utilisation des gels hydroalcooliques est plus efficace. Alors, on va faire la différenciation parce que quand on utilise eau et savon, en faisant seulement le nettoyage. En ne faisant pas la désinfection. Quand on utilise un agent comme alcool, on ajoute la qualité d'un germicide qu'on peut améliorer l'hygiène des mains. Et même si on utilise les gels hydroalcooliques, ce sont les produits qui sont adéquats pour l'hygiène des mains et on va conserver la peau en bonne condition. Donc, la comparaison est toujours en ce qui concerne à l'hygiène des mains, les gels hydroalcooliques sont les plus efficaces et aussi les plus rapides. Merci. Merci beaucoup. Il y a des ajouts, des commentaires, Dr. Valérie? Elle a vraiment dit l'essentiel et merci donc pour cela. Et ce qu'il faut souligner, c'est ceci. Cette utilisation des solutions hydroalcooliques a des conditions. Quand ces conditions sont respectées, à ce moment-là, on a aussi le résultat escompté. Par exemple, le gel hydroalcoolique ne s'utilise pas quand les mains sont visiblement sales. C'est quand les mains sont visiblement propres. Et par contre, quand les mains sont visiblement sales, on va utiliser l'eau et le savon. Donc, le respect des conditions d'utilisation est très important pour qu'on puisse avoir cela. Mais voici, rentrons tout de suite que cela, c'est pays aussi par pays, milieu par milieu. Dans quel sens? La première option que l'on donne, comme la collègue a dit, c'est vraiment l'eau et le savon. Parce que c'est accessible à tous. Et dans nos pays africains, c'est difficile d'avoir le gel hydroalcoolique auprès de tout le monde. Nous parlons de la formation médicale ici. Vous pouvez avoir des formations médicales qui n'ont pas. Mais, comme elle a dit, l'efficacité par rapport au taux de réduction des germes, il est meilleur pour la solution hydroalcoolique. Et de deux, ça stimule les personnes psychologiquement à être compliants
à pouvoir faire régulièrement parce que c'est une chose spéciale dans leurs mains et psychologiquement, ça les motive à faire ça. D'où l'adhérence et va pouvoir être une chose plus facile à obtenir. Ainsi, l'habitude de faire va pouvoir s'installer. Donc, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte et c'est merveilleux vraiment que l'on puisse enseigner le tout. Et quand on n'a pas les deux possibilités, l'eau, le gel hydroalcoolique, on peut utiliser le chlore ou toute autre solution qui est disponible. Donc, de désinfectant, merci. Je peux compléter le docteur Valérie et notre collègue Maria Clara. Donc, je dois dire qu'il est important de rappeler que l'action mécanique, il faut faire une friction et avoir le temps nécessaire. Par exemple, lorsqu'on utilise le gel hydroalcoolique, il faut un minimum de 20 à 30 secondes. Vous frictionnez vos mains dans l'ordre indiqué par les 5 indications de l'OMS. Et lorsque vous nettoyez avec de l'eau et du savon, il faut un minimum de 40 à 60 secondes. En fait, ce temps-là permet de désactiver la plupart des microbes, disons de micro-organismes, inclus le virus SARS-CoV-2. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. Merci, Dr. André. Et nous allons finir avec une question en ligne, Dr. Josué Mwamba, et je pense qu'on va clôturer par là. Mais j'aimerais en profiter pour dire que j'ai envoyé le lien pour adhérer au groupe répondu en ligne. Merci. Dr. Josué, à vous la parole. Oui, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît? Oui, je voulais juste savoir avec quel produit on peut désinfecter une chambre d'une personne en tête du COVID-19. Ok, merci. Docteur Valérie, vous pouvez répondre? Je crois que les produits ont été conseillés dans cette présentation qui va être partagée et ça va bien sûr lui parvenir. Tout de suite, là, avec quel produit on peut nettoyer? Je crois que c'est ça la question que j'ai entendue. Je n'ai pas entendu avec quel produit on va désinfecter, mais avec quel produit on va nettoyer. Donc, c'est le nettoyage. Oui, oui, c'est sa question. Si c'est le nettoyage, eh bien, on a dit que c'est un détergent. Et vous pouvez utiliser le savon en poudre que vous avez, qui va vous permettre de pouvoir nettoyer avec. Mais il existe aussi des produits qui sont indiqués que les gens peuvent s'acheter et on a dû faire aussi des propositions. Mais pour ce qui est des désinfections, c'est tout à fait autre chose. Donc, il faudra bien préciser si la question ne parlait que du nettoyage, eh bien, c'est le savon. Mais il existe aussi d'autres produits avec lesquels on peut nettoyer. Je vais donner l'exemple du Surfagnos qui coûte cher. Il est à la fois détergent et désinfectant. On fait avec aussi le nettoyage. Donc, l'idéal, le mot générique, c'est détergent. Alors, chaque type de détergent, il faudra qu'on puisse aller aussi regarder quels sont ceux-là qui sont autorisés dans votre pays, ceux-là auxquels vous avez accès facilement. Et en ce moment-là, c'est plus facile de pouvoir savoir ce que vous pouvez acheter. Parce qu'on peut vous recommander, comme le Surfagnos, là, il coûte cher. Et beaucoup de gens n'ont pas les moyens pour accéder à ça. Merci. Merci beaucoup, Dr. Valérie. Merci à tous les participants, à tous les panélistes. Merci à USCDC, à l'OMS, à ICANN. Et on se retrouve le vendredi prochain. À vous, Dr. André. Merci, Dr. Nadine. Merci à tous les panélistes. Merci aux participants pour votre participation active qui, en fait, nous permet d'enrichir ces webinaires et nous encourageons la participation au plus large de nos frontières et donc encourager la circulation du mot que nous partageons ici. Merci. Merci. Bye bye. Merci à tout le monde. Merci. Bye bye. On continue de l'autre côté, n'est-ce pas? On continue oui, sur on la continue. plateforme, évidemment, Dr. Valérie. Oui, oui. Merci. Merci. Au revoir.